Donc Julien, j'ai une tradition quand je fais mes interviews. Est-ce que tu peux s'il te plaît faire le clap le plus sexy qu'a jamais vu cette caméra? Yeah. C'est bon? Ça va? Salut. Salut. Ouais, ça va très Donc on est chez toi ici au Panama. Ouais. Et donc en fait, je suis tombé sur toi avec une vidéo que tu as publiée sur ta chaîne qui s'appelle oseille.tv. Donc là, au moins, c'est clairement assumé. Ouais. C'est à propos de comment gagner de l'argent en étant entrepreneur, notamment en faisant du Amazon FBA. Ouais. Donc, en gros, l'idée, c'est de trouver des produits typiquement que tu vas aller acheter en Chine, hein, c'est ça, ouais. Et que tu vas faire livrer dans un entrepôt Amazon. Ça va être listé chez Amazon. Exactement. Et c'est comme ça que tu fais ton business, en fait, tout simplement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai un de mes petits frères qui a un petit business comme ça, qui lui permet de vivre tranquillement. Donc, c'est intéressant. Alors, moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais en fait, je suis tombé sur une vidéo de toi qui parlait d'un tout autre sujet, puisque tu parlais, en fait, de la possibilité que la France impose les Français, non pas en fonction de où ils vivent, c'est-à-dire en France, hein, mais carrément sur leur nationalité. C'est l'impôt universel. Ouais. L'impôt universel. Et moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup philosophiquement, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, il n'y a que 2 pays dans le monde qui font ça, et il y a un seul pays qui compte qui le fait. Et qui l'applique réellement, parce réellement. que ce n'est pas applicable pour l'Érythrée. Ouais. Voilà, donc il y a les États-Unis et l'Érythrée. Alors l'Érythrée, si vous n'avez pas entendu parler de ce pays, rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. C'est un petit pays d'Afrique de l'Est, hein, voilà, en face de l'Arabie Saoudite et tout ça. Donc voilà, et il faut le savoir, ça fait déjà depuis le 19e siècle que, en fait, quand vous êtes américain, où que vous soyez, vous devez quand même déclarer vos impôts à l'IRS, qui est le fisc américain, tous les ans. Et si vous dépassez un certain seuil, donc vous avez, je crois, il y a une exclusion de 100 000 $. De 100 000 $. Et voilà, au-delà de 100 000 $ de revenus, ils sont imposables peu importe où ils sont. Voilà, ouais. Donc ce qui est quand même assez… Ce qui est atteignable dans des business web assez rapidement. Du coup, ouais. Ça peut poser problème. Alors après, bien sûr, il y a des mécanismes. Par exemple, si aussi l'Américain réside en France, il va déjà payer beaucoup d'impôts. Dans ce cas-là, bien sûr, il y a des codes qui sont appliqués pour que la personne ne se retrouve pas à payer 150% d'impôts, par exemple. Mais moi, je trouve ça vraiment philosophiquement en fait incorrect, dans le sens où on enlève beaucoup de droits aux citoyens quand on fait ça. Le premier droit qu'on enlève, c'est le droit de voter avec ses pieds, ce qui est quand même, je trouve, un droit fondamental. Quand on n'est pas d'accord avec un gouvernement, on devrait pouvoir partir de son pays et aller contribuer à l'économie d'un autre pays. Ça me paraît évident. Alors, on peut toujours le faire en étant américain, mais du coup, il faut renoncer à sa nationalité. C'est pas facile. Il y a une taxe de 15% si tu dépasses les 2 millions de dollars, je crois, de capital. Et en plus, le coût en lui-même est de 4 000 $. Ouais. Donc, je trouve ça hallucinant. Et si vous ne connaissez pas du tout ça, vous pourrez aller voir sur Google. Il y a tout un mouvement de gens qu'on appelle les Américains accidentels. Qui sont juste nés par hasard aux États-Unis, peut-être parce que leurs parents étaient là pour une mission ou que sais-je, et qui n'ont aucune connexion avec les États-Unis par le fait d'être nés là-bas et qui aujourd'hui sont dans une merde noire, il faut le dire. Parfois, il y en a, ils ont passé une semaine de leur vie en étant nourrissons aux États-Unis. Ils ne parlent pas anglais. Exactement, et maintenant, pour ouvrir des comptes en banque, des choses comme ça, ils vont être embêtés et en plus, possiblement, ils peuvent être taxés. Ouais, donc c'est juste. Voilà. Donc, moi, quand j'ai vu ça, je me dis, mais c'est dingue quand même que si la France fait ça, moi, je suis vraiment contre philosophiquement. Oui, et il y a aussi un autre concept qui est important pour moi, c'est qu'on n'est pas une propriété du gouvernement. Et là, clairement, avec ça, on a l'impression d'être un peu la propriété du gouvernement qui peut nous imposer comme ça son bon vouloir, même quand on n'est plus en train de vivre dans le pays, on n'est plus en train de bénéficier des infrastructures, du service public. Je ne vois pas la logique, à part d'être désespéré au point de vouloir gagner de l'argent, de prendre de l'argent partout, quoi. C'est juste hallucinant. Bref, donc je suis tombé sur cette vidéo. Alors, heureusement, tu as dit, ils ont fait une analyse à l'Assemblée, ils ont dit que ce n'était pas faisable, grosso modo. Parce que la France n'a pas le pouvoir des États-Unis. Mais du coup, ça m'a permis de découvrir un peu ce que tu fais. Et je me suis dit, ça serait intéressant qu'on parle de ça parce que tu as l'air quand même assez calé dans ce domaine-là finalement, parce que c'est ça aussi qui est génial avec nos business internet. On a une liberté géographique totale. On peut voyager tout le temps, vous savez que je le fais pas mal, toi tu le fais aussi beaucoup. Et ça permet aussi d'aller vivre à l'étranger. Moi, j'ai déménagé à Londres en 2015, j'ai adoré découvrir la culture anglo-saxonne et tout ça. Et aussi, comme la France, c'est aujourd'hui le pays le plus taxé du monde, alors il faut le savoir, donc avec l'indicateur qui est en fait, on prend le PIB, on prend le taux, les prélèvements obligatoires qui sont perçus par l'État et on compare. Et quand on regarde cet indicateur qui n'est pas parfait mais qui permet d'avoir une bonne approximation de la réalité, la France est première, elle a été deuxième pendant très longtemps juste derrière le Danemark, elle est première depuis déjà plusieurs années. Donc voilà, il faut le savoir qu'en gros, si vous jetez une fléchette sur la carte, à part si ça tombe dans l'océan, vous êtes à peu près sûr d'aller dans un pays qui est moins imposé que la France, c'est quand même assez
intéressant. Finalement, donc si en plus de cette liberté géographique vous permet d'explorer notre culture et de diminuer vos impôts, pourquoi pas le faire? Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc toi, tu es dans une très bonne situation parce qu'au Panama, bon, on le sait, c'est pas, les impôts sont pas d'une... C'est comme le nom de ma chaîne, on se cache de rien, c'est direct, c'est to the point, effectivement. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça Alors déjà, toi tu as quitté la France Alors j'ai quitté la France il y a presque 7 ans, donc j'ai commencé dans l'entrepreneuriat en même temps que j'ai quitté la France. Donc je me suis lancé au départ dans de la gestion locative courte durée au Maroc en fait. Donc tu es parti au Maroc? Ouais, au départ. C'était en quelle année ça? Il y a 7 ans, donc 2013. 2013. Ouais, et pourquoi le Maroc du coup? Tout simplement parce que ma famille avait déjà un bien là-bas où on restait peut-être 15 jours par an et du coup c'était ridicule que tout le reste de l'année le personnel soit dans la maison et que ça rapportait rien. Donc du coup quand j'y suis allé en vacances… C'est quoi, un riad C'était un riad exactement dans la Médina? Dans la Médina de Marrakech. Et du coup quand je me suis rendu compte qu'il y avait une opportunité parce que je voyais tous les riads à côté, justement avec des valises, des gens qui passaient, ça amusait beaucoup les gens de rester dans des riads. Je me suis dit je vais monter aussi mon riad, donc j'ai transformé une maison de vacances si tu veux en un business. Oui, et t'es pas le seul à l'avoir fait, il y a beaucoup de Français qui ont fait ça. Il y a une énorme communauté de Français. Moi je suis allé pas mal de fois à Marrakech et c'est vrai que c'est un plaisir d'aller dans un riad quand même dans la Médina. C'est la meilleure façon d'explorer Marrakech, effectivement. Et du coup après ça j'ai monté avant l'heure un petit peu une conciergerie Airbnb en fait, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de Français qui étaient dans la même situation que mes parents, qui avaient des maisons et qui n'y allaient peut-être que 15 jours, un mois par an. Et du coup je me suis dit je vais prendre la gestion de ces biens-là, donc j'ai monté jusqu'à une dizaine de biens. Et avec pas mal de personnel, donc ça a été un premier business que j'ai fait là-bas. Et puis après, je me suis lancé dans l'e-commerce. Donc j'ai gardé un petit peu de Marrakech, là j'ai encore 3 maisons qui tournent là-bas. Et maintenant, je fais de l'e-commerce et j'ai également la chaîne YouTube. Et je me suis expatrié ici. Ok, donc, voilà. Alors tu es resté 4 ans au Maroc. Ouais. Pourquoi tu as choisi le Panama parmi toutes les destinations possibles? Après les 4 ans, en fait, j'ai vadrouillé pas mal dans le monde, si tu veux. J'ai essayé pas mal de destinations. J'aimais beaucoup l'Asie, donc ça a été aussi dans la balance avant de choisir ici. Et si tu veux, j'ai fait une sorte de grille que je donne dans ma formation. J'ai un énorme tableau avec plein de critères. Et si tu veux, le Panama, c'est le pays qui cochait le plus de cases pour moi. Je pense qu'il n'y a pas de pays qui soit parfait. Il n'y a aucun pays qui va cocher toutes les cases, qui sera parfait de tous les sens. Mais pour moi, chercher un pays qui soit intéressant au niveau fiscalité, donc c'est le cas au niveau du Panama. Chercher un pays qui soit agréable à vivre en termes de chaleur, en termes de… Oui, là on est en février, il fait 30 degrés quand même. Hein. Ouais, mais de toute façon ça ne bouge pas toute l'année, c'est 28, 32 toute l'année, donc c'est plutôt agréable. C'est assez agréable, ouais. Et je cherchais un pays où on pouvait obtenir un second passeport, comme tu venais d'en parler. C'était un de mes critères qu'après un certain nombre d'années présents sur le territoire, on puisse obtenir un second passeport, enfin le passeport local, ce qui est le cas au Panama. Donc, c'est au bout de 5 ans, c'est ça? Ouais, c'est 5 ans. Après, il y a un peu de démarche, donc c'est plutôt 6-7 ans. Réellement, entre le jour où vous allez poser le pied au Panama, démarrer les démarches, et le jour où vous aurez votre passeport, c'est 7 ans à peu près. Ce qui est assez classique, on va dire. Ouais, il y a beaucoup de pays autour des 5 ans, il y a énormément de pays. Il y a des pays qui permettent de l'avoir en moins de temps, mais… le Canada, les États-Unis, c'est plutôt 4 ans. Ouais, le Brésil aussi. Tous les pays d'immigration sont plutôt comme ça, mais ok, donc Panama c'est 7 ans, ouais. Ouais, donc c'est un critère pour toi. C'était 5 ans, c'est 5 ans, mais après il y a les démarches qui durent un petit peu plus. Le critère aussi c'était d'avoir des amis qui avaient déjà obtenu le passeport et qui étaient déjà ici, ce qui était le cas parce qu'il y a des pays où on va vous dire au bout de 5 ans vous pouvez avoir le passeport, mais en fait c'est pas toujours vrai en fait. Le truc c'est que ça peut dépendre un peu du bon vouloir de l'administration, de comment ils étudient votre cas, est-ce qu'ils définissent que vous êtes assez implanté dans le pays ou pas. Enfin voilà, il y avait pas mal de critères et là pour le coup je connais 2 personnes qui ont obtenu le passeport panaméen, donc c'est pour ça que ça m'a attiré aussi à venir ici. Parce qu'il y avait déjà un track record avec succès en fait. Oui, parce que pour toi, c'est important d'avoir un deuxième passeport comme précaution. Comme précaution pour ne pas dépendre d'un seul passeport, ouais, tout simplement. Et en fait, je parle de deuxième passeport, mais en vrai, idéalement, je pense qu'il faut avoir un portfolio. Ouais, je pense. Je pense. Pour se couvrir réellement, ouais. C'est une assurance vie. Tout simplement. Ok, bon, c'est intéressant. Alors après, c'est peut-être un peu au-delà des préoccupations de la plupart des gens qui nous regardent. Du coup, pour les infopreneurs, les entrepreneurs du web qui nous regardent, donc toi, tu t'adresses plutôt à des gens qui font du e-commerce. Du e-commerce. Bon, mais qu'est-ce que tu peux dire sur les manières d'optimiser sa fiscalité quand on vit à l'étranger ?
Ok, ouais. Alors, ça va être déjà difficile de donner un conseil général parce que Non, mais ce qu'il faut savoir, tu peux peut-être séparer les deux catégories. Je vais donner les grandes lignes parce que c'est impossible de donner un conseil qui va aller à tout le monde parce qu'en fonction du type de business, en fonction de sa situation familiale, etc. Mais en gros, déjà, la première chose à regarder, c'est de regarder sa situation actuelle, c'est-à-dire de savoir si vous êtes marié, si vous avez beaucoup de centres d'intérêt économique dans le pays où vous êtes résident à l'heure actuelle. Avant de le quitter, il faut savoir déjà comment vous allez pouvoir ne plus être résident fiscal du pays où vous êtes actuellement. En France, par exemple, si vous avez une femme et des enfants et qui restent en France, vous allez continuer à être résident fiscal en France. Ouais. Donc c'est très important déjà d'analyser sa situation et de s'assurer que vous allez pouvoir ne plus être résident fiscal de là où vous êtes actuellement. Ensuite, choisir un pays qui vous convient niveau fiscalité et aussi niveau vie, parce que peut-être que... Parce que la fiscalité, c'est pas la seule chose à prendre en compte. C'est clair. Il faut également prendre en compte pas mal de choses. N'allez jamais dans un pays que vous détestez juste pour les impôts, ça n'a aucun intérêt. Il faut voir. Il y en a plein qui le font, mais ils ne tiennent pas, tout simplement. Au bout d'un an ou 2 ans, vous allez vous barrer et vous allez. C'est pour ça, donc, sans bien sûr jeter la pierre à quiconque, mais j'avais regardé un peu Malte quand je réfléchissais à quel endroit je voulais partir. Franchement, bon, Malte, quand je suis allé, ça m'a convaincu de ne pas y aller. Okay, ouais. Parce que moi, j'ai pas du tout accroché à Malte. Je trouve que c'est un caillou desséché, en fait. Moi, je pense que c'est très bien pour 3 jours, un week-end à la Valette, peut-être faire un peu de bateau autour, mais je pense qu'on fait vite le tour. Et sachant que pour être résident fiscal, il faut y rester 183 jours. Donc, voilà, j'ai préféré Londres alors que je savais que j'allais payer plus d'impôts parce que Londres c'est quand même beaucoup plus intéressant comme ville. Bien sûr. Et donc voilà, ouais, c'est un critère parmi d'autres, mais bien sûr, faut pas regarder que ça, quoi. Donc voilà, faut regarder donc un pays qui va être intéressant pour vous. Si la fiscalité est bonne, tant mieux. De toute façon, comme on l'a dit juste avant, presque tous les pays du monde vont être plus avantageux que la France. Je pense que la plupart des gens qui te suivent sont en France, donc voilà, déjà vous savez que peu importe où vous allez aller, ça va être plus intéressant. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ensuite, il faut regarder les règles sur le contrôle des sociétés à distance depuis ce pays. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important parce que suivant les pays, parfois il peut y avoir pas d'impôt sur certains types d'activités. Donc ça, c'est quelque chose à regarder. Et donc ça, c'est pour la partie résidence fiscale. Donc en gros, il y a Mais on peut aussi avoir sa boîte dans le pays où on va finalement. On peut l'avoir, ça ne sera pas toujours le plus intéressant. Et justement, c'est le deuxième point. Donc le premier point, c'est résidence fiscale. Le deuxième point, c'est la société où on va la mettre. Et c'est pas toujours la meilleure option de l'avoir dans le pays où vous êtes parce que parfois ça va pas être très intéressant niveau business. Par exemple, Panama, ça va pas être accepté sur Stripe, sur les marketplaces, ça va être accepté que sur Amazon US mais pas Amazon Europe. Donc on peut pas. Le business que je fais à l'heure actuelle, si je le faisais tourner à travers une société panaméenne, je pourrais pas en fait, tout simplement. Donc ce qui est important au niveau des sociétés, et ça c'est ce que beaucoup d'avocats fiscalistes ou de cabinets de conseil oublient, c'est qu'il y a la partie fiscalité sur la société, mais il y a surtout la partie opérationnelle. Est-ce que vous allez pouvoir faire du business? Parce que les îles BVI, Seychelles, Marshall Islands et tout ça, c'est super, 0% d'impôt, pas trop de compta, etc. Il n'y a pas de Stripe. Il n'y a pas de Stripe, vous ne pouvez pas encaisser vos clients, donc ça ne sert à rien. Ouais, c'est clair. Donc il faut faire attention à ça. Donc du coup, tu as quoi? Tu as une boîte en Estonie Non, US et Hong Kong aussi. Ok, voilà. D'accord. Et donc avec ça, tu as Stripe dans les deux pays, je crois. J'ai Stripe dans les deux pays. Après, c'est beaucoup plus intéressant aux US et c'est encore plus intéressant au UK. Il y a les LLP anglaises qui sont intéressantes aussi. J'en ai pas pour l'instant, mais c'est une option que j'étudie parce qu'au niveau de Stripe, les frais de processing sont plus bas en fait en Angleterre. Mais tu peux faire ça, tu peux avoir une boîte à l'étranger qui soit exonéré d'impôts dans le pays où tu vis seulement si c'est accepté dans ce pays-là. Par exemple, en France, vous ne pouvez pas créer une boîte comme ça en Angleterre si vous la gérez de la France. Ça va être considéré comme une entreprise française. Ouais, exactement, elle sera imposée. Exactement. Donc là, ça ne marche pas parce que là, il y en a déjà qui vont dire « Ok, je vais rester chez moi et créer une boîte. » Non, la première étape, c'est pour ça que ça marche parce qu'au Panama, ça fonctionne, c'est dans la loi, tu as le droit d'avoir ce genre de montage. Exactement, ouais. Je crois que c'est la même chose à Monaco quand tu n'es pas français. Si tu es monégasque ou tu as une autre nationalité, tu peux avoir une boîte à l'étranger. Oui, il y a ça. Les Français, c'est le seul passeport à Monaco qui ne peut pas bénéficier des avantages fiscaux. Ce qui est logique parce que Monaco, c'est complètement encerclé par la France. Sinon, tout le monde irait. Ouais, voilà, c'est ça, c'est trop facile. Et puis, ils n'ont pas trop le choix. Je crois que c'était dans les années 60, il y avait un conflit entre Charles de Gaulle et Monaco. Puis Charles de Gaulle a dit bon, allez, on leur coupe l'électricité. C'est vrai. Et pendant quelques jours, il n'y a plus d'électricité à Monaco. Ils n'ont pas de centrale. Tout vient de la France. Donc voilà, ils ont pas trop le choix en fait. Non, le passeport français, c'est le seul qui ne peut pas bénéficier à Monaco. Mais sinon, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, le Panama, ça fait partie des pays qui ont des règles sur le contrôle des sociétés à distance plus que favorables. Donc ça permet de pouvoir faire ce type d'activité. Et personnellement, je préfère les sociétés qui sont des entités transparentes, donc les LLC américaines, les LLP anglaises et les LP canadiennes, parce que c'est des sociétés qui ne sont pas, ils n'ont pas d'impôt sur les sociétés. Quand tu dis
transparent, c'est-à-dire que c'est toi en fait, c'est une entreprise physique quoi. Exactement. C'est comme l'équivalent en France de l'entreprise individuelle. Oui, exactement. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de protection, c'est toi qui paye sur ton impôt sur le revenu. Et quand tu es dans un pays où il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il n'y a pas de problème. Exactement. Ok, voilà. ouais. C'est un montage. Mais par contre, tu as quand même une protection. Si on compare ça, on peut pas comparer ça avec, je sais pas, un auto-entrepreneur par exemple. Il y a quand même Limited Liability Company. Il y a quand même une protection. Ah d'accord. Ok. Ouais. Donc les créanciers peuvent pas venir. Bon, déjà, bon. Ça dépend de ce que tu fais. Si tu fais vraiment une grosse arnaque, ça protégera pas. Mais, là, on s'adresse à des entrepreneurs honnêtes qui vont vendre des vrais produits ou des vraies formations. Et voilà. Donc, ok. Ouais. Donc quand tu es honnête, ça donne quand même un degré de protection. Oui, et surtout ça donne une super versatilité en fait, parce qu'une société américaine ou anglaise, c'est accepté partout vraiment, donc c'est top. Mais alors du coup, tu penses, tu peux facilement ouvrir des comptes Stripe sans être dans le même pays que ta boîte, parce que Stripe, ils n'aiment pas trop ça quand facilement, c'est un grand mot. Non, il y a beaucoup de choses, beaucoup de précautions à prendre, vraiment, ouais. Ok, bon. Donc, que je donne dans ma formation. Alors, donc, il y a une formation pour ceux qui s'appelle la Offshore Mastery. La Offshore Mastery, on vous a mis un lien là en description si vous voulez aller voir un peu plus. J'ai un chapitre de 10-12 minutes, je crois, sur justement la création d'un compte Stripe pour une société offshore. Il y a des choses vraiment à mettre en place parce que sinon ils se font sauter les comptes, tout simplement. Mais bon, en tout cas, c'est intéressant. Donc, il y a des moyens techniques de faire ça. J'avais entendu parler quand même de personnes qui avaient la e-résidence estonienne, qui avaient créé une boîte en Estonie, ça fait partie. qui vivent pas en Estonie, qui n'arrivaient pas à ouvrir de compte Stripe à cause de ça. Ça fait partie apparemment des pays où il faut vraiment avoir l'e-résidence. Par contre, Hong Kong, US, Angleterre, j'en suis sûr, puisque il y a moyen, mais il faut bien présenter les choses. Okay. Exactement. Ok. Donc voilà. Et donc ça c'est intéressant parce que ça rejoint finalement une théorie qui s'appelle la théorie des 5 drapeaux. On dit même 6 drapeaux aujourd'hui. 7, 8. On peut aller jusqu'au nombre où on veut. Et plus on en met, plus on diversifie. Tous ces actifs. Donc l'idée c'est que vous avez votre pays de nationalité, vous avez votre pays, le pays où vous mettez votre résidence, le pays où vous mettez votre business, le pays où vous mettez vos investissements et le pays, les pays où vous allez votre terrain de jeu quoi, vous baladez en nomade si vous avez envie. Et maintenant ils en rajoutent un 6e, c'est le pays où vous mettez toutes vos l'infrastructure numérique, donc vos sites web, les emails, etc. C'est pas obligatoire, mais bon. Donc quel est l'intérêt de ça en fait? L'idée c'est de se protéger, diversifier les risques, tout simplement. De diversifier les risques, en fait, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce qu'on entend souvent ça par beaucoup d'investisseurs, mais finalement, souvent ces investisseurs, ils diversifient leur type d'investissement, mais ils mettent tout dans une seule zone légale, une seule zone monétaire et un seul pays, ce qui et une sorte de risque systémique. Ouais. Bon, bien sûr, c'est pas tous les jours que des pays sont en banqueroute ou qu'il y a des dictateurs communistes qui arrivent au pouvoir. Mais ça arrive. On a vu l'Argentine au début des années 2000 qui s'est complètement effondrée. Du jour au lendemain, il y avait des gens qui avaient des millions en banque qui se sont retrouvés avec rien du tout parce qu'il y a eu une hyperinflation galopante. Des pays qui ont le Venezuela où il y a eu des confiscations massives. Le Liban en ce moment. De biens, voilà. Donc bon, c'est sûr ça que arrive, voilà, ça arrive. C'est pas courant, mais c'est pas rare non plus. Ça arrive. Donc quand vous voulez. Il faut mieux prévoir en fait, tout simplement. Ouais. C'est ça, gérer, c'est prévoir. Donc autant diversifier les risques en mettant, comme on a dit tout de suite, un drapeau dans plusieurs pays pour justement mitiger tous ces risques. Oui, d'ailleurs, il y avait un article de publié sur mon blog Blogueur Pro de la blogueuse de Libre d'État, donc vous pourrez aussi aller voir, on vous a mis le lien là, juste en dessous. Ok, donc imaginons là quelqu'un qui est infopreneur et qui se dit, j'ai envie de déménager pour explorer d'autres cultures et puis j'ai aussi pouvoir en profiter pour baisser mes impôts. Comment il fait pour choisir, enfin déjà pour regarder, pour savoir les pays où finalement c'est intéressant au niveau des impôts, comment il fait pour les trouver? Est-ce que je dis mon tableau? J'ai mon tableau dans la formation que je donne, mais après… tu peux donner les top 3, peut-être les top 3 des destinations les plus intéressantes. Les top 3 ils ne sont pas inconnus, il y a Dubaï, il va y avoir le Panama, il y a pas mal de gens qui aiment aussi aller en Malaisie, en Thaïlande, voilà. Ça c'est pour les gens qui aiment vraiment l'exotisme. Ouais. Et en Europe, parce que donc il y avait pas mal d'infopreneurs à Malte, mais ils sont un peu tous partis. J'ai l'impression. Malte n'est pas si intéressant que ça. En plus, beaucoup sont dans l'illégalité à Malte. Beaucoup ont dit justement qu'ils étaient à 0% à Malte. On va pas donner de nom, mais c'est sûr en fait, ils étaient dans l'illégalité. La meilleure imposition que vous pourrez avoir à Malte sur les sociétés, c'est du 5%, mais ça ne sera pas 0%. C'est bien 5% quand même. Oui, c'est correct, mais ce n'est pas les 0% qui sont affichés. C'est juste, je préfère le dire parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, toutes les semaines, je reçois des mails de gens qui veulent faire société à Hong Kong et avoir une résidence à Malte et payer 0% d'impôt. Sauf que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Puisque donc…
En tant que résident maltais, vous devez payer au moins 5 000 euros d'impôts au minimum. Donc voilà, vous ne serez pas à 0%. Après, c'est beaucoup plus agréable. Oui, c'est beaucoup plus acceptable qu'en France, ça c'est sûr. Mais ouais, en proche Europe, dans ces cas-là, si vous êtes prêt à payer un petit peu d'impôts, vous avez Malte, vous avez la Géorgie, vous avez... Géorgie, ouais. Ça s'éloigne un petit peu. C'est plus trop l'Europe, là. Là, ça devient très exotique. Ouais. Après, qu'est-ce que vous avez en proche Europe? Vous avez l'Andorre, directement. Ouais, l'Andorre. Je crois qu'il n'y a qu'un seul gros infopreneur que je connaisse qui est là-bas, mais... Ouais. Je suis jamais allé, mais... J'ai des élèves qui sont là-bas, mais... faut aimer la montagne, quoi. C'est... Ouais. Après, c'est comme Malte. Il y a des gens qui vont là. Moi, je suis déjà allé à Tallinn, c'est mignon. Après, faut aimer le genre de climat et tout ça. Ouais. Et puis le fait que ça soit tout petit aussi. On fait vite le tour de Tallinn aussi. Ouais. C'est une toute petite ville qui est très jolie, qui est très charmante. Après, il faut voir si vous sentez vraiment d'y vivre à l'année, quoi. Mais alors, imaginons un nomade digital qui, je sais pas, veut voyager 8 mois par an. Ça, c'est très dur. Ça, c'est une question très difficile parce que, ouais, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça, mais le problème, c'est que c'est quand même assez difficile à mettre en place si on veut vraiment beaucoup voyager. Il y a quelques options. Les Bahamas, dont je te parlais tout à l'heure, qui ont mis en place 90 jours. Le Paraguay, qui a 120 jours. Donc, 120 jours, c'est le minimum que vous devez rester sur place pour être résident fiscal et justement avoir un certificat de résidence fiscale et être tranquille au niveau de l'administration de votre ancien pays s'il venait vous demander quelque chose. Donc il y a ça dans les pays où il n'y a pas trop de jours. Il y a la Géorgie qui a un programme High Net Worth, donc il faut mettre 1 million en investissement, 1 million d'euros. Après, ça peut travailler à des taux très intéressants. J'ai un ami qui l'a fait, je crois que c'est 5-6%. Donc ça vous fait, ça vous fait du 60 000 par an. Et en plus de ça, vous avez un certificat de résidence fiscale sans y aller. Enfin, vous y allez pour faire les papiers. Et fin de l'histoire. Mais du coup, il faut faire quand même attention, on veut dire, parce que là, pareil, tous ces conseils, c'est pour être dans la légalité. Si par exemple, vous faites ce montage-là pour avoir le certificat en Géorgie et que vous passez 300 jours par an en France, ça ne marche pas. Okay. L'idée, c'est vraiment quand même de déménager, d'aller à l'étranger. C'est pour ça que c'est dur d'en parler de fiscalité en vidéo, parce qu'il ne faut pas oublier à chaque fois de... Ouais. Voilà, en fait, il y a deux situations dont il faut avoir conscience, c'est où vous allez et d'où vous partez. C'est ça. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, il y a différents critères de résidence fiscale en France. Vous pourrez aller voir sur le site du fisc, vous tapez résidence fiscale française. Article 4B. Voilà, et donc en gros, si je me rappelle bien, il y a 3 critères. Donc il y a, comme tu l'as dit tout à l'heure, le foyer. Foyer. Si vous avez votre conjoint et vos enfants qui restent en France et qui sont scolarisés, vous allez être considéré comme résident fiscal. Si vous avez le centre de vos intérêts économiques, donc si l'essentiel de vos revenus viennent d'une entreprise française, de biens immobiliers français, de choses qui sont en France, vous êtes considéré résident fiscal. Et il y en a un troisième critère. Le troisième, c'est si vous avez... Le lieu habituel de séjour, je crois, non? Le troisième, il me semble que c'est plutôt si vous effectuez des tâches, si vous travaillez sur le sol français, en fait. Okay. C'est ça. Donc voilà. Donc vous pouvez, si vous avez ces certificats en Géorgie, mais que vous êtes quand même résident fiscal en France, le fisc français pourrait vous dire, monsieur, on a vu votre petit manège. En plus, voilà, là, si vous passez un jour par an en Géorgie, là, ça va vraiment du foutage de gueule. Ils pourront même vous dire, c'est de l'abus. Ça tiendra pas. Voilà, c'est de la fraude fiscale en fait. Ouais. Donc il faut vraiment faire ça, vraiment. Je veux dire, il faut pas faire semblant de déménager. Ça marche pas. Enfin, ça marche jusqu'à ce que vous fassiez capter. Et après, ça marche beaucoup moins. Voilà, l'idée c'est vraiment de déménager et d'aller explorer d'autres cultures. Mais là, ce qui est intéressant avec ce montage-là, c'est que finalement, on peut avoir sa résidence fiscale en Géorgie et on peut en profiter si on est un vrai nomade pour aller se balader dans le monde entier en faisant attention à ne pas passer trop de temps en France. À ne pas passer trop de temps dans chacun des pays. Ou en Belgique si vous êtes belge, ou au Canada si vous êtes québécois, et faire etc. attention aux règles pour devenir résident fiscal de certains pays, parce que par exemple, les États-Unis, c'est 4 mois, c'est pas 6 mois. Donc il faut faire attention. Oui, c'est ça. Alors c'est cumulé, alors c'est compliqué. C'est sur 3 ans en fait. 3 ans, mais il faut faire attention à ne pas y passer. Je le sais parce que j'ai un bien là-bas, à Miami, un bien immobilier que je loue, et tous les ans je dois dire combien de jours je peux passer. Et en gros, si vous passez moins de 120 jours par an, ça va. Et vous pouvez même passer jusqu'à 180 jours dans une année si vous calculez sur les années précédentes. Après, c'est des calculs, mais il faut faire gaffe. Oui, parce que en fait, c'est le nombre de jours de l'année 1, le nombre de jours, 2 tiers du nombre de jours de l'année N-1, si je me rappelle. Enfin, c'est coupable. De toute façon, ils ont un calculateur sur leur site. Qui permet de le voir. Parce que alors, et c'est ça aussi. Alors ça, c'est très intéressant parce que finalement, chaque pays a ses propres règles pour décider si vous êtes résident fiscal ou pas. Là, on a un exemple avec les États-Unis. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres pays qui le font, probablement que si. Mais en France, par exemple, ils n'ont pas du tout ce calcul-là. C'est un truc différent. Alors, il y a aussi une question intéressante qui se pose, c'est du coup, qu'est-ce qui se passe si, admettons, moi j'ai déménagé en Angleterre en 2015,
Qu'est-ce qui se passe si je déménage en Angleterre en 2015 et je vis vraiment là-bas, j'ai une entreprise là-bas qui est l'essentiel de mes revenus, mais quand même j'ai ma femme et mes enfants qui sont en France. Du coup, je vais être considéré résident fiscal dans les deux pays. Comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce que je vais payer les impôts en France et en Angleterre? Bon, là, ça va être des cas de taxation internationale, ça va dépendre vraiment de beaucoup de choses. Je pense pas que je peux le traiter dans une vidéo comme ça, il faudrait vraiment voir là où ça pose problème exactement. Si justement la France vient après toi en fait et détermine que tu étais résident français parce que tu avais tes enfants, ça va être aussi dans des cas spécifiques, quoi, vraiment. Voilà, mais en tout cas, dans ces cas-là, en général, il y a les taux de non ou double imposition, les traités de non, exactement. Parce que donc, pour éviter que des gens se retrouvent à payer des impôts dans deux pays, parce que du coup, ils pourraient payer plus que ce qu'ils gagnent, eh bien, il y a des traités qui sont mis en place entre les pays, et avec différents critères. Dans ce cas-là, il faut lire le traité entre la France et l'Angleterre. Il faut bien les lire, parce que justement, tu m'as souligné pour Dubaï. Il faut bien les lire, ouais. Et voilà, il y a parfois des trucs un peu cachés, donc il faut bien les lire, il faut bien comprendre. En général, quand même, là, France-Angleterre, on va dire c'est un traité classique. Ils vont regarder quel est le lieu de séjour principal en premier. Donc dans ce cas-là, je pense que si tu gardes ta famille en France, mais que tu passes l'essentiel de ton temps en Angleterre et que tu as le centre de tes intérêts en Angleterre, ça devrait passer que tu sois juste résident d'Angleterre. Après, qui veut se séparer de sa femme et ses enfants pour ça? Là, je prends juste un cas hypothétique. Voilà, je pense que la plupart des gens vont partir avec femme et enfants. Et il faut aussi se rendre compte, je veux dire, c'est tellement intéressant d'aller vivre à l'étranger parce que non seulement vous découvrez une autre culture et ça vous permet d'enrichir finalement votre vision du monde et puis de parfaire une langue aussi, à moins que si vous partiez dans un pays francophone bien sûr, mais c'est aussi génial pour vos enfants parce que tout ça s'applique aussi à vos enfants et ils vont pouvoir découvrir une autre culture jeune. Ça va leur ouvrir les yeux, les chakras de manière extraordinaire. Clairement. Et si vous allez dans un pays avec une autre langue, ils vont devenir bilingues ou trilingues. Et ça, quelle chance extraordinaire. C'est une énorme chance pour les enfants, je pense. C'est clair. Moi, j'aurais tellement aimé que mes parents me mettent au moins dans une école maternelle et primaire bilingue. Parce que, je veux dire, imaginez l'atout que ça donne. Aujourd'hui, on vit dans un monde où parler une seule langue, c'est un handicap. C'est comme, ne pas savoir écrire ou lire il y a 150 ans. Quoi. Clairement. On se retrouve parmi les illettrés, les analphabètes. Et j'en parle d'ailleurs dont tout le monde n'a pas eu la chance de rater, ça fait partie des 3 critères des nouveaux analphabètes, tu sais, avec aussi l'absence de maîtrise de l'informatique et puis le fait de ne pas apprendre tout au long de sa vie, tu vois. Donc voilà, c'est une chance extraordinaire pour votre famille, donc autant en faire profiter aussi votre famille, quoi. Et ça donne une capacité d'adaptation à l'enfant hors norme, c'est-à-dire que peu importe où il sera, si vous l'avez emmené dans un pays comme Panama, vraiment ça va lui changer totalement sa façon de voir les choses par rapport à s'il était en train de vivre en France, en campagne. Ça va vraiment donner des nouvelles perspectives à l'enfant et de bonnes capacités d'adaptation, je pense, pour son futur, pour sa vie, clairement. Je pense que c'est un énorme atout. Je pense aussi. Et donc toi, tu es content de ta situation au Panama? Ouais, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je suis ici. Je suis très content. Le process pour devenir résident a été très facile. Et ensuite, c'est un pays où il n'y a pas trop d'administratif. C'est vraiment très, très light, donc c'est plutôt agréable. Et au-delà de ça, la vie, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas que les taxes et l'administratif. Non, c'est sympa ici. C'est très agréable. Franchement, je suis en train de me faire vraiment un petit pool d'amis là, et de clients qui sont venus ici aussi. Donc maintenant, il y a vraiment un petit pôle web entrepreneur, donc c'est intéressant. Vraiment. Oui, et franchement, la première fois que je suis venu à Panama City, je m'attendais à pas grand-chose, honnêtement, à part à une ville un peu pourrie d'Amérique latine. Et j'étais vraiment surpris. C'est moderne, c'est sympa. Il y a le Casco Viejo qui est le quartier historique qui est vraiment tout mignon. Ça date de l'époque coloniale espagnole. On a l'impression d'être une autre ville, quoi. Ici, on a presque l'impression d'être dans un petit New York. Enfin, ça fait plus penser à Miami, en fait, cette ville. Voilà. Tout est en dollars. C'est une économie qui est basée sur le dollar. Donc, bon, là, il n'y a pas de risque d'inflation et tout ça. C'est quand même assez safe. Il y a pas mal de gens qui parlent anglais, c'est quand même mieux de parler espagnol. Moi, mon portugais me dépanne plus que l'anglais quand je tombe sur des gens qui parlent pas anglais. Enfin voilà, je veux dire, c'est sympa. J'ai pas encore exploré le reste, mais on m'a dit que c'était très sympa. Et tu connais la famille Koch, tu en avais parlé. Ils sont pas mal. Vous savez, je les ai interviewés il y a quelques temps sur la chaîne quand j'étais au Panama d'ailleurs, et ils se baladent beaucoup entre justement l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord dans leur van. Et ils m'ont dit, tu sais, il y a des plages magnifiques, des coins, on se croirait à Cancun, quoi. C'est top, quoi. Même sans aller si loin, les îles là-bas que tu vois par la fenêtre, il y a des plages super cool, hein, vraiment en allant à 1 heure de bateau. On va leur montrer voilà, il y a les plages ici, les îles ici.
qui sont vraiment très sympas. Et là, vous voyez, il y a le... Alors, la première, c'est la marina, c'est Amador. Il y a et le puis derrière Casco ça, Viejo c'est les îles, il y a Contadora, etc. là-bas, Las Perlas, qui sont vraiment des îles super. Et il y a des plages sable blanc, enfin, c'est vraiment cool. Et après, si vraiment vous voulez faire du snorkeling et voir la côte Caraïbe, il y a Bocas del Toro et San Blas qui sont deux super spots. Ouais. Oui, et je veux dire, ce pays est voisin du Costa Rica, hein, donc voilà. C'est vrai que le Costa Rica a une meilleure réputation pour les vacances que le Panama. Ouais, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais finalement c'est à peu près les mêmes types de paysages et de plages et de. Ouais, bizarrement ça s'est beaucoup plus développé là-bas. Là, je sais qu'ils sont en train de vraiment mettre pas mal de choses en place. Je pense que je suis arrivé au bon moment dans le Panama parce que ça a souffert des Panama Papers, donc il y a eu une mini crise quand même ici économique. Ouais. Et là, je pense qu'ils sont vraiment en train de faire des choses. Parce que finalement, ils ont quand même eu leur réputation a souffert pas mal. Très mauvaise notoriété. Ouais. Et le problème, c'est les gens qui faisaient des montages ici en résidant fiscalement en France, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, là c'est des fraudeurs. En fait, c'est des fraudeurs, donc ils se sont fait péter, mais parce qu'ils fraudaient tout simplement. Voilà. Donc, ne fraudez pas, ok. Et ça a entaché la réputation de ce pays, malheureusement. Et donc là, je pense qu'il y a une nouvelle vague. Donc ils sont en train de prévoir de faire une plage là, je sais pas si tu es au courant. Ah bon? Juste en bas. Juste là? Ouais, génial. Sérieux? Ouais. Mais ça va être bruyant avec la route. En 2 ans. Ils veulent faire un espèce de Copacabana en fait. Okay. Donc ils vont faire une comme à Rio, plage. Ouais. Donc déjà ça va être cool, il va y avoir un Panama plage. Ah, et aussi, il y a un nouveau truc qui est intéressant depuis janvier. La compagnie nationale qui s'appelle Copa Airlines, en fait, ils ont développé un système de stopover. Donc, comme c'est le cas à l'heure actuelle avec WOW, donc la compagnie aérienne de Iceland, qui peut, en fait, on peut s'arrêter en Islande et rester quelques jours. Bah, pareil, ici, ils le font, c'est-à-dire qu'on peut s'arrêter à Panama, visiter quelques jours et remonter dans l'avion sans frais supplémentaires. Uniquement si vous êtes avec Copa Airlines, par contre. Hein. Donc, ça veut dire que si tu prends un vol, par exemple, Miami, j'en sais rien, São Paulo, avec un arrêt au Panama, tu peux sortir de l'avion, rester une semaine, alors si c'est bien prévu dans le truc. Dans le truc Copa Airlines, il faut bien faire attention. Et du coup, tu vas juste payer le prix du billet. Ouais, il n'y a pas de surplus. S'il y avait une escale à Panama, il n'y a pas de surplus. Et en fait, c'est ce qu'ils veulent faire pour développer le tourisme ici. Et c'est une super rattraper idée. le Costa Rica un peu. Ouais, et c'est une super idée. Et d'ailleurs, j'ai vu ici, quand j'ai fait mes courses, qu'il n'y a plus de sacs plastiques. Ouais, ils ont remplacé maintenant par des sacs en maïs, en fait. Et je crois qu'ils sont même payants maintenant, les sacs. Ils les donnent plus gratuitement. Non, c'est le premier pays d'Amérique latine à mettre ça en place. Donc vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis en début d'une vague, je pense que le Panama va remonter, va se développer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont super belles dans ce pays, qui sont méconnues en fait. Et il y a très peu de sites, il y a très peu de blogs, ça serait une très bonne idée de blog d'ailleurs, de faire un blog sur les coins à visiter au Panama, parce qu'il y a assez peu d'informations finalement. Par rapport au Costa Rica, c'est impressionnant la différence. Ouais. Clairement. Ok. Bon, super. Puis c'est bien situé aussi. Quand vous voulez explorer toute l'Amérique, c'est parfait parce que le Panama, c'est pile au centre. Vous pouvez aller facilement aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Argentine. C'est vraiment pratique. Et même dans les Antilles, puisque c'est juste à côté. Là, il n'y a même pas 2 heures de vol pour aller en République dominicaine, par exemple. Dominicaine, c'est 2 heures. Miami, c'est 2h45. Enfin, on peut rayonner vraiment bien. Ça, c'était un truc aussi que j'ai apprécié avec cette destination, c'est qu'on est à 15 minutes de l'aéroport. Et qu'en 15 minutes, on peut aller partout en Amérique et puis même en Europe. Il y a des vols directs vers Madrid, pas mal. Avec un stop, on peut aller partout dans le monde, presque. Vraiment. Donc ça aussi, c'est intéressant. Vous voyez, c'est aussi un des critères qui m'a fait choisir Londres, c'est que c'était un gros hub. Pour moi qui voyage beaucoup, c'est important. Et donc, vous pouvez très bien aussi voir le pays où vous allez comme une base pour explorer davantage un continent. Là, le Panama, pour explorer le continent américain, c'est juste parfait. Donc, pour revenir au Panama Papers, il y a eu un problème de réputation avec le Panama. Je suis sûr qu'il y en a parmi ceux qui nous regardent qui se posent la question. Est-ce qu'il n'y a pas des clients, des fois, qui te disent franchement, moi, ça m'embête que tu sois au Panama, je ne veux pas bosser avec toi. Est-ce que tu n'as pas des problèmes? Non, jamais. Non, jamais. Jamais. Vraiment jamais. Ça m'est jamais arrivé. Et de toute façon, mes sociétés sont aux États-Unis ou à Hong Kong. Elles sont pas ici. Donc, mes clients, quand ils font un paiement, ils le font vers les États-Unis, ils ne le font pas vers le Panama. Donc non, ça n'a jamais posé problème. Aucun problème de ce côté-là. Ok, bon, super. Et je pense même que si la société était ici, ma formation elle s'appelle Offshore Mastery. Ma chaîne s'appelle OZTV. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu es quand même en mode j'assume. Ouais, bien sûr. Je pense que ça poserait problème avec quelqu'un qui dirait qu'il vit en France et puis en fait il enverrait l'argent sur des comptes à Panama. Là, oui, ça ferait. Mais moi, c'est clair et net, je vis ici en fait. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu as à répondre aux gens qui vont te dire oui, mais c'est quand même important de payer des impôts pour supporter la démocratie et tout ça? Moi, je sais pas si c'est vraiment égoïste le fait que j'ai voulu
ne plus payer d'impôts, mais c'est aussi d'un point de vue efficience de mes business. Au niveau taxes, on grandit plus vite, on scale plus vite. Et au niveau maintenance, tout ce qui va être administratif, comptabilité, avoir des sociétés qui sont dans des pays comme les États-Unis où la comptabilité sur une LLC dans certains États est vraiment light, c'est un énorme avantage en fait. Oui, donc c'est vrai que du point de vue purement rationnel de l'entrepreneur, c'est vraiment un avantage parce que comme tu dis, tu peux davantage faire croître la compagnie, tu as moins de temps à passer dans l'administratif et c'est sûr que c'est plus sympa. Bon, et puis au-delà de ça, on ne parle pas forcément de ne pas payer d'impôts, on parle d'utiliser le fait d'aller à l'étranger pour diminuer les impôts. Voilà, quand vous partez en Estonie, vous allez quand même payer les impôts. Malte, il y a 5% d'impôts. Enfin, je veux dire, il y a un taux qui est quand même raisonnable et que les gens peuvent se permettre de payer, quoi. Donc ça va dépendre aussi de la destination que vous voulez. Clairement. Ok. Et est-ce que tu penses rentrer en France un jour ou l'autre? Pas du tout, non. Non, vraiment pas. Et je pense, en fait, moi, je me sens très bien à l'étranger. J'aime être un étranger quelque part aussi. J'aime bien ce feeling de découvrir. Intéressant. Je sais pas si tu as un peu ce feeling, non? Moi, en fait, j'adore explorer le monde. Et c'est clair que pour moi, déjà, quand je suis parti à Londres, ça faisait 4 ans que je voyageais 6 mois par an. Et pour moi, c'était une autre étape que d'avoir ma base à l'étranger pour continuer à explorer, à ouvrir mon esprit, etc. Est-ce que j'aime me sentir comme étranger? Déjà, en tout cas, j'ai remarqué un avantage intéressant, au-delà du fait que vous allez développer votre culture, votre point de vue sur le monde, etc., c'est que clairement, il y a une meilleure solidarité entre les Français, même les francophones, à l'étranger, parce que on a des racines communes, une langue commune, etc. Ça fait plaisir de parler français un petit peu quand même. Et surtout, les Français qui sont ici, en fait, c'est des profils assez intéressants. Ils ont souvent accompli des choses dans leur vie, ils ont des business de taille intéressants, au point qu'ils soient intéressés à leur fiscalité et peut-être à venir s'expatrier ici. Donc, il y a vraiment pas mal de profils très intéressants. Tu as pu en rencontrer avec moi l'autre jour. Donc voilà. Ouais, donc voilà. Mais finalement, est-ce que j'ai du plaisir à me sentir étranger? C'est vrai que tout de suite, ça te donne un côté exotique. Ça, c'est intéressant. Il y a des fois, juste le fait de demander mon chemin à quelqu'un ou de demander l'heure, la personne va tout de suite me demander mais tu viens d'où? Parce qu'elle va entendre que j'ai un accent, elle va voir que je suis un gringo, ça va dépendre des pays. Enfin, c'est intéressant, je trouve. Clairement. Ça suscite beaucoup plus l'intérêt. Ça suscite l'intérêt. Ouais. Et voilà. Donc bon. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose auquel la plupart des gens pensent. Après, ça te manque jamais sinon l'esprit gaulois, Pas tellement, et si je veux un peu cet esprit-là, je l'ai avec des amis, j'ai une bande d'amis français. Bon, et puis rien ne t'empêche de rentrer en France un peu. Vous pouvez très bien passer vos vacances en France, c'est pas un problème. Bien sûr, voilà, quoi. Sans aucun souci. Ouais, vous pouvez passer plusieurs dizaines de jours. Après, c'est juste que dans l'état actuel des choses, je ne pense pas redevenir résident français à plein temps, non, ça c'est sûr. Mais je t'avoue que moi non plus. C'est vrai que quand on a goûté au fait d'explorer comme ça les cultures, enfin en tout cas pour moi, pour mon profil, c'est vraiment, t'as pas envie d'arrêter. Et ça serait pas que fiscal, parce que la première raison pour laquelle j'ai quitté la France, donc il y a presque 7 ans, c'était pour la chaleur. Pour le Maroc, parce que je voulais avoir un bon climat en fait. Donc aussi le côté climat en France, ça ne fonctionnerait pas du tout avec moi. Après tu peux aller en Guadeloupe, mais bon, faut aimer aller sur une île. C'est vrai que bon, les coins chauds de la France tropicaux, c'est pas forcément les plus intéressants. Clairement. Ok, écoute, merci Julien d'avoir partagé tout ça en toute transparence. Donc du coup, pour les gens qui veulent aller plus loin, tu peux rappeler le nom de ta formation? Alors j'ai une formation qui s'appelle la Offshore Mastery, et vous pouvez aussi aller consulter mon contenu sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Osei TV. Et il y a des playlists en fait e-commerce, mais si l'e-commerce ne vous intéresse pas, vous avez des playlists uniquement fiscalité. Donc voilà. Ok, donc on vous a mis les liens là juste en dessous si vous voulez aller plus loin. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, les rebelles intelligents. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents, faites partie des gens qui se bougent et puis faites partie des gens peut-être qui vont aller vivre à l'étranger et bénéficier de tous les avantages de ça. Merci Julien. Merci à toi. À la prochaine. Ciao.